Et au lieu d'interroger ceux qui se demandent si c'est un bien public, on se devrait demander maintenant en quoi est-ce que le fait que ce soit devenu un bien privé a amélioré les performances de l'entreprise, amélioré la qualité de vie des Français, amélioré l'approvisionnement de la France. Non, tout ça, c'est la comédie libérale qui a conduit ce pays, qui repose tant sur son action collective, dans l'impasse dans laquelle il se trouve. Aujourd'hui, ces milliards devraient être dans la poche des Français au lieu d'être dans la poche de quelques personnes. Oui, il y a des biens collectifs. Et comme l'énergie est un bien qui devient rare, il doit être collectif. Total se goinfre, disait Bertrand Delanoë au grand jury dimanche. C'est-à-dire que tous les socialistes sont d'accord par rapport à une entreprise privée qui gagne beaucoup d'argent. Il faut quoi? Nationaliser, il faut... Non, c'est pas une entreprise privée qui gagne beaucoup d'argent. Par exemple, RTL gagne bien de l'argent et personne ne propose de le nationaliser. Par contre, le pétrole, oui. L'énergie, oui. Et nous sommes à rebours du reste du monde, puisque d'habitude, vous savez, nous les Français, nous aimons beaucoup nous flageller. Ce que nous faisons n'est pas bien et ce que font les autres est bien. Donc, cette fois-ci, regardons, que font les autres? Tous reprennent un contrôle d'État sur leur approvisionnement d'énergie. Nous, les Français, parce que nous avons une espèce d'idéologue agité à la tête de notre pays, nous faisons l'inverse. C'est-à-dire que nous abandonnons la main aux entreprises qui possèdent les biens collectifs. Oui, l'énergie est un bien collectif. Alors, ce que je trouve magnifique, moi, c'est que mes camarades socialistes sont en train en quelque sorte, faire un aggiornamento. Enfin, ils sont en train de se libérer de leur surmoi libéral. À Martigues, en terre communiste, il y avait du monde. Beaucoup. On aurait pu croire que l'on était en campagne présidentielle. Et dans sa loge, le tribun se préparait. C'est ça mon plan. Le salut, c'est quoi? Oh non, je vous dis pas. C'est le secret de fabrication, là, c'est ma recette. Depuis 10 jours, ça n'arrête pas. On ressent deux choses dans ce type de circonstances, au moins. D'abord, il y a un certain effroi. C'est l'effroi devant une accélération de l'histoire. Vous le voyez, vous voyez bien qu'il se passe un truc hors du commun. Et puis après, il y a l'autre partie, c'est être capable d'être à la hauteur des événements. Pas simplement. Qui? François Hollande. Non, il est totalement débordé. C'est plus où il va, là. Nicole Mas. Ben, c'est pas son époque. Lui, il lui faut des eaux calmes, il lui faut des choses plus... Vous voulez dire, c'est pas son caractère? Ouais. C'est dans 5 minutes, en fait. Putain, c'est pas vrai, même les meetings commencent à l'heure maintenant, c'est pas croyable. Les manifs commencent à l'heure. Et enfin, je lis qu'il faut éradiquer les paradis fiscaux. Éradiquer! Ah! En 2008, ils ont fait une liste de 11 paradis fiscaux, vous vous en rappelez? 48 heures après, tout le monde s'était mis en règle, ils nous ont dit qu'il n'y en avait plus. Alors, est-ce qu'on nous aurait menti? Ah! Il reste des paradis fiscaux! Enfin, je lis qu'il faut éradiquer les paradis fiscaux. Éradiquer! Ah! En 2008, ils ont fait une liste de 11 paradis fiscaux, vous vous en rappelez? 48 heures après, tout le monde s'était mis en règle, ils nous ont dit qu'il n'y en avait plus. Alors, est-ce qu'on nous aurait menti? Donc le parti de gauche a participé au débat national sur la transition énergétique, mais d'une manière un peu paradoxale, puisque dès le départ, ce débat a été totalement faussé. Il a commencé début 2013, mais le gouvernement déjà avait pris en amont des décisions très très importantes sur le nucléaire, et faire un débat sur la transition énergétique en excluant totalement le débat sur le nucléaire n'a strictement aucun sens, évidemment, puisque chez nous en France, 75% de l'électricité produite vient du nucléaire. Donc du coup, ce débat a été faussé d'emblée. Le gouvernement avait annoncé la réduction de 75% à 50% pour 2025. Il avait aussi annoncé reporter la fermeture de Fessenheim, annoncer le maintien de l'EPR et déjà proposé 130 millions d'euros de subventions aux entreprises qui travaillent pour le nucléaire. Donc tout ça a été une espèce de mascarade dès le départ, puisqu'on ne pouvait pas envisager une transition énergétique autre qu'avec le nucléaire. Donc on a déjà été circonspect dès le départ, d'ailleurs comme beaucoup d'organisations
non gouvernementales qui ont refusé d'y participer à cause de cela. Et puis on s'est aperçu aussi d'une deuxième chose, c'est que l'aspect social ne rentrait pas dans les débats, n'était absolument pas pris en compte. Et nous sommes écosocialistes. Pour nous, le combat écologique, il est politique. Il n'a aucun sens sans un combat social et sans la participation des travailleurs et la question du travail, évidemment, dans la transition énergétique. Et du coup, il nous a paru intéressant, parce qu'on aime bien aussi, on est des têtes dures et on aime bien être à rebrousse-poil, il nous a paru intéressant, nous, de travailler sur les travailleurs du nucléaire, et en particulier les sous-traitants, pour deux raisons essentielles. C'est d'abord parce qu'on a un lien très fort avec les sous-traitants depuis plusieurs années, avec Corinne Morel-Darleux, qui est secrétaire nationale à l'écologie du Parti de gauche, et puis parce que c'est une problématique qui regroupe toutes les problématiques aujourd'hui de notre société, à la fois les problématiques environnementales, mais aussi les problématiques sociales, les problèmes dans le travail, etc. Donc du coup, on a décidé de faire une contribution qui mettrait en avant le problème que la sous-traitance dans le nucléaire représente pour le nucléaire, pour la sûreté nucléaire, pour la sécurité du personnel et pour la sécurité des populations. Ces sous-traitants sont des sous-traitants très particuliers. D'abord, il y a un problème dans la sous-traitance partout dans le monde du travail. La sous-traitance est utilisée aujourd'hui pour mettre en concurrence les travailleurs. Normalement, c'est interdit, mais le système de sous-traitance permet, par la concurrence du marché, de mettre en fait en concurrence les travailleurs eux-mêmes et de chercher, une fois qu'on a obtenu un marché pas cher, de chercher les travailleurs low cost qui accepteront de le faire parce qu'ils sont dans une précarité encore pire que d'autres. Donc du coup, le problème de la sous-traitance est un vrai problème, mais la sous-traitance dans le nucléaire est encore pire. Les sous-traitants du nucléaire sont des invisibles, totalement invisibles. D'abord, ils travaillent dans un milieu où on ne parle jamais d'eux. Ils arrivent sur un arrêt de tranche, et un arrêt de tranche, c'est quand tout à coup on arrête le réacteur pour pouvoir faire de la maintenance, puisqu'ils sont 20 000, un peu plus de 20 000 en France à faire ça, et ils font 80% de la maintenance sur le parc français, et c'est eux qui absorbent 80% des doses radioactives par rapport à tous les agents. Donc du coup, ils arrivent sur un arrêt de tranche et ils repartent à la fin de l'arrêt de tranche. Ils vont comme ça de centrale en centrale, d'arrêt de tranche en arrêt de tranche. Ils ont une vie de nomade, en définitive. Donc très peu de moyens de se fédérer. Ils sont très peu syndiqués, pas tout à fait 2% environ, c'est ce qu'on estime. Donc ils sont très peu syndiqués, ils n'ont pas de suivi médical sérieux, puisque ce sont des gens, il y a un très grand turnover, 30% de turnover dans ce métier, dans cette filière, alors que le turnover d'une entreprise normale en temps de crise, c'est 12%. Eux, ils sont à 30%. Donc ils sont, dès qu'ils quittent ce métier, parce que ce sont des intérimaires, ou parce que c'est trop compliqué, ou parce qu'ils ont peur parfois, ils se sentent en danger, eh bien ils n'ont plus de suivi médical. Et on sait que... et c'est justement aussi pour ça qu'ils sont dans une position invisible, c'est que le danger qui les menace, c'est un danger invisible. Une contamination interne, c'est un danger totalement invisible qui ne se voit pas tout de suite, qui ne se voit pas à l'œil nu, qui ne se sent pas, mais qui peut se révéler beaucoup plus tard. Et eux prennent des doses très très violentes dans des temps très très courts, et personne ne sait aujourd'hui quelles sont les conséquences à long terme de ces doses qu'ils reçoivent. Voilà pourquoi la sous-traitance du nucléaire est une sous-traitance très très particulière et qui pose d'énormes problèmes. Le problème est tellement grave qu'on a un exemple qui est... on a peine à y croire quand on entend ça. Sur le chantier de l'EPR à Flamanville, Bouygues, d'abord, a été accusé par la SN, une véritable accusation, accusé par la SN pour avoir méthodiquement caché les accidents du travail. Ce qui est quand même quelque chose d'incroyable. Ça, c'était, je crois, en 2011 ou 2010. La même année, ou une de ces deux années-là, Bouygues a renvoyé son chef de la sécurité, sans aucune raison, et ce chef de la sécurité a eu gain de cause 2 ans plus tard, tout de même. Parce que, justement, ce chef de la sécurité s'occupait trop de sécurité, en définitive. Certainement, on ne sait pas, puisqu'il n'y avait aucune raison de le faire. Mais pire encore, c'est que Bouygues, là, va avoir un procès, je crois, en novembre 2013, pour homicide involontaire, sur un soudeur qui est mort, je crois, en 2011, et qui est mort dans des conditions de sécurité absolument abominables, avec un matériel, je crois, non conforme, avec des conditions, bref, une surveillance absolument absente, une sécurité totalement absente. Et une enquête a été ouverte quand même en 2012 par le procureur de Cherbourg, je crois, sur Bouygues et 2 entreprises sous-traitantes étrangères, dont je crois une roumaine, pour travail illégal, pour marchandage et pour prêt de main-d'œuvre. Voilà la réalité du nucléaire aujourd'hui.
Et ce qui est peut-être le summum du cynisme là-dedans, c'est que EDF n'est inquiété pour rien. C'est ça toute la subtilité de la sous-traitance dans le nucléaire. C'est que EDF, en sous-traitant un maximum d'activités à risque, dilue sa responsabilité et renvoie sa responsabilité sur de jeunes précaires qui vont faire ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Résultat des courses, EDF n'est responsable de rien et la responsabilité redevient individuelle à chaque fois. Et retombe sur des petites entreprises, et souvent, comme je l'ai dit, souvent extérieures et roumaines ou polonaises. C'est beaucoup de travailleurs de l'Est qui viennent pour remplir ces métiers, parce que on a du mal à trouver ici. Les jeunes ici, on dit que les jeunes ne veulent pas travailler, mais qui voudrait travailler dans ces conditions-là? D'ailleurs, on risque de connaître le même problème très très bientôt sur le chantier d'ITER à Cadarache, puisqu'il y a 3000 sous-traitants qui vont arriver en très très peu de temps, et que nos camarades de la région travaillent dessus. Il n'y a aucune capacité d'accueil pour ces 3000 sous-traitants qui vont être certainement logés dans des Algeco, qui vont arriver en masse comme ça et qui vont faire des espèces de villages précaires pendant plusieurs mois pour pouvoir construire le ITER. Donc il y a un vrai problème qui va encore être aggravé, parce que c'est quand même là-dessus que nous, on a voulu attirer l'attention dans notre contribution, par ce qu'on appelle le grand carénage. Le grand carénage, c'est ce que EDF va mettre en place à partir de 2015 et qui a pour but de satisfaire deux objectifs. Le premier, c'est tout d'abord de satisfaire aux exigences post-Fukushima, puisque l'ASN a fait de nouvelles évaluations et a demandé à EDF de se mettre à la norme, voilà, pour faire face aux différents événements qu'on a pu relever après Fukushima. Et puis le deuxième objectif pour EDF, ça va être de prolonger la durée de vie de leurs centrales. Les centrales, pour la grande majorité, étaient prévues pour vivre entre 40 et 40 ans, en gros. D'ailleurs, il y avait presque une date de péremption. Hein. Évidemment, EDF refuse de dire qu'il y avait une date de péremption. Mais sur certaines centrales de premier palier, qui ont été construites dans les premières, les 900, bon, peu importe, dans les couloirs annulaires qui servent pour la maintenance, il n'y a pas de prise électrique. On est dans un centre nucléaire de production électrique, et pour faire la maintenance des centrales, il n'y a pas de prise électrique, il n'y a pas de lumière. Les gens travaillent dans le noir, ou ils travaillent avec des lampes électriques, et ils se battent pour avoir une prise électrique parce qu'ils sont obligés, ils ont la pression des agents EDF qui eux-mêmes ont la pression de leur direction, puisqu'un arrêt de tranche coûte très cher, hein. Je crois que c'est 1 million d'euros par jour, donc c'est énorme. Donc du coup, tous ces gens subissent la pression économique d'un arrêt de tranche et sont obligés de travailler dans des conditions absolument déplorables, très dangereuses pour eux, évidemment, et entre eux, du coup, ils se mettent la pression et des conflits naissent entre eux. Et donc c'est encore eux qui payent. Voilà. Et on arrive à monter les employés contre les employés. Donc ce grand carénage va multiplier par 4 les sous-traitants en France. Ils sont un peu plus de 20 000, ils vont être 80 à 100 000 quand le grand carénage va battre son plein. Ça veut dire que sur les sites vont arriver, au lieu d'arriver 2000 personnes, vont arriver 8000 personnes, 10 000 personnes qu'il va falloir gérer et qui vont travailler à peu près dans les conditions que j'énonçais tout à l'heure. Nous, alors évidemment, on sait qu'avec la transcription de l'ANI dans la loi de sécurisation de l'emploi, les assouplissements qu'elle permet, c'est pas un grand carénage auquel on va assister, c'est un grand carnage social. Hein. On est convaincu que ça va d'abord être utilisé par le gouvernement et par les lobbies pour nous dire « Regardez, le nucléaire est une filière d'avenir, c'est une filière de la croissance, on y emploie des gens, regardez, 20 000 emplois, 100 000 emplois, on ne sait pas trop, on verra, formidable ». Donc ça va nous être montré comme quelque chose d'extraordinaire, une filière d'avenir, comme le dit Arnaud de Montebourg. Et en définitive, ça va être une espèce d'opération cosmétique qui va cacher derrière tout ça l'obsolescence d'un parc nucléaire qu'on n'arrive plus du tout à gérer, qui nous coûte extrêmement cher parce que on le sait maintenant, il y a eu une augmentation de 5% cette année, de 5% l'année prochaine. On ne connaît pas le coût réel du nucléaire et on ne l'a jamais payé. Donc personne ne sait aujourd'hui combien coûtera le démantèlement, le renouvellement du parc, etc. L'électricité nucléaire nous coûte très cher, elle crée de la précarité énergétique et elle met des ouvriers, des employés qui n'ont pas le choix dans une situation absolument abominable. Et du coup, le parti de gauche demande de manière très explicite dans sa contribution, demande des mesures urgentes d'abord et indispensables. C'est d'abord le retour à la robotisation
de certaines manipulations et de certains actes, de certaines activités très très dosantes, parce qu'elles étaient robotisées, ces activités. Mais comme elles prenaient beaucoup de temps, elles coûtaient beaucoup d'argent, et on a préféré y mettre des hommes parce que ça coûte moins cher, c'est plus dangereux, mais c'est pas grave. Donc du coup, nous nous demandons d'abord la robotisation des activités les plus dosantes, celles qui sont le plus menaçantes pour les êtres humains. Ça, c'est la première chose. Évidemment, l'intégration des sous-traitants dans le statut d'EDF, avec peut-être dans ce temps de latence, au moins un statut protecteur qui permette d'avoir un suivi médical permanent, au-delà même de leur participation à la sous-traitance du nucléaire, puisqu'ils n'y restent pas longtemps, après ils vont ailleurs. Mais qu'adviendra-t-il d'eux dans 40 ans ou dans 30 ans s'ils ont un cancer ? Comment vont-ils pouvoir prouver que c'est lié à leur activité de 30 ans auparavant? Donc on demande qu'il y ait un véritable suivi, un dialogue social, parce qu'il n'y a aucun dialogue social aujourd'hui avec ces employés. Et dans ces mesures d'urgence, il est important, nous semble-t-il, que le gouvernement lance une véritable enquête parlementaire pour qu'on sache quel est l'état actuel des sous-traitants dans le nucléaire. Aujourd'hui, personne n'en sait véritablement rien. Il est important qu'on connaisse les responsabilités d'EDF qui se défilent sur tous les procès qu'on fait à ces sous-traitants. Il est important qu'on arrive à définir la responsabilité d'EDF là-dedans. Mais bien sûr, ça, ce sont des mesures d'urgence. Sur le plus long terme, le parti de gauche réclame autre chose. Il réclame un vrai pôle public de l'énergie qui aille à l'opposé de ce qu'on propose le gouvernement Hollande, c'est-à-dire encore vendre plus de parts d'EDF et de GDF. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est évidemment le contraire. Donc nous demandons un pôle public de l'énergie, mais nous demandons aussi, à long terme, qu'on envisage la sortie du nucléaire avec les ouvriers du nucléaire. Il est extrêmement important que ces sous-traitants qui connaissent les lieux, qui connaissent les méthodes, parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a une dilution aussi du savoir-faire, puisqu'on a beaucoup sous-traité, que la sous-traitance tourne, etc. Il faut qu'on conserve ce savoir-faire dans les centrales nucléaires. Ça veut dire avoir des gens qui sont statutaires, qui restent ici, qu'on les intègre, et qu'on leur dise maintenant, c'est vous qui savez faire, préparez-nous le démantèlement. Dites-nous comment on peut faire le démantèlement. Ils sont prêts, les sous-traitants sont prêts à faire ça. Et il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans le nucléaire qui sont prêts à faire ça. C'est-à-dire à se dire, de toute façon, il faudra sortir du nucléaire. La question, c'est pas de savoir s'il va falloir en sortir, il va falloir en sortir. La question, c'est de savoir si on en sort avant l'accident ou après l'accident. Mais nous demandons aussi, à long terme, qu'on envisage la sortie du nucléaire avec les ouvriers du nucléaire. Il est extrêmement important que ces sous-traitants qui connaissent les lieux, qui connaissent les méthodes, parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a une dilution aussi du savoir-faire, puisqu'on a beaucoup sous-traité, que la sous-traitance tourne, etc. Il faut qu'on conserve ce savoir-faire dans les centrales nucléaires. Ça veut dire avoir des gens qui sont statutaires, qui restent ici, qu'on les intègre, et qu'on leur dise maintenant, c'est vous qui savez faire, préparez-nous le démantèlement. Dites-nous comment on peut faire le démantèlement. Ils sont prêts, les sous-traitants sont prêts à faire ça. Et il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans le nucléaire qui sont prêts à faire ça. C'est-à-dire à se dire, de toute façon, il faudra sortir du nucléaire. La question, c'est pas de savoir s'il va falloir en sortir, il va falloir en sortir. La question, c'est de savoir si on en sort avant l'accident ou après l'accident.